Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Aïd Koum Moubarak est retour justement sur le plateau traditionnel de Média Pro pour décrypter l'actualité de la semaine, justement marquée par la riposte iranienne à l'attaque sioniste sur l'ambassade iranienne à Damas. Avant de commencer le débat avec nos chroniqueurs, on regarde ce VTR et on revient au débat. Après près de 2 semaines de spéculation suite à l'attaque aérienne sioniste contre l'ambassade iranienne à Damas le 1er avril, la riposte de Téhéran est arrivée samedi soir. Après s'être emparé quelques heures avant d'un cargo dans le détroit d'Ormuz, le corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran a lancé des dizaines de drones kamikazes et de missiles vers les territoires palestiniens occupés et les sites militaires de l'entité sioniste, selon l'agence de presse iranienne. Intervenant en réponse à l'agression sioniste contre la représentation diplomatique iranienne en Syrie, provoquant l'assassinat de hauts dirigeants des gardiens de la révolution, les frappes nocturnes iraniennes sont la première attaque directe de la République islamique contre l'entité sioniste après des décennies d'hostilité et de tensions. Alors que le monde s'attendait à une action militaire d'envergure, la riposte iranienne a été très précise, limitée et proportionnelle à l'agression commise par l'entité sioniste. C'est ce qu'a confié le commandant des gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami. Il a ajouté que l'opération iranienne, baptisée Promesse honnête, a eu plus de succès que prévu. Le moment, les lieux et les méthodes choisies reflètent toutefois que l'Iran a évité de ne pas entraîner la région dans un conflit plus large. Les principaux alliés occidentaux de l'entité sioniste, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, ont affirmé avoir intercepté la majorité des lancements lors de l'attaque massive. Cependant, selon les images et vidéos diffusées par les différents médias et relayées par les réseaux sociaux, on peut voir que des missiles balistiques ont atteint les territoires occupés palestiniens, endommageant notamment la base militaire sioniste de Nevatim, la plus importante base aérienne de l'armée d'occupation. Voilà, c'était un reportage réalisé par l'équipe francophone de L24 News. Messieurs, Faisal Matawi et Sofiane Baroudi, après l'Ukraine, après Gaza, un nouveau conflit dans la région qui, disons-le, relance un petit peu l'instabilité sécuritaire dans la région. Disons, ça a été comme pour nos amis. Je pense qu'il s'agit d'une riposte de l'Iran. Israël s'est donné le droit d'aller bombarder une représentation diplomatique dans un pays souverain et une représentation diplomatique d'un État souverain. C'est une violation très claire des conventions de Vienne et des conventions de tout le droit international. On sait ce que l'entité sioniste peut faire du droit international, des conventions qu'elle ne respecte pas. Et donc l'Iran s'est trouvé dans l'obligation de riposter. Et je pense que ce qui a été lancé dans la soirée du samedi, c'était plus un avertissement qu'une attaque. D'ailleurs, ça a été dit que c'est une attaque limitée dans le temps et que ce cocktail de drones Shahed 136, qui est une fabrication... J'aime bien le terme, ce cocktail. Parce que c'est un cocktail de drones et de missiles. Il faut préciser, Faisal, que c'est la première fois qu'un pays attaque Israël avec des drones. Hein. C'est une avalanche de drones qui a surpris un petit peu la défense ou ce qu'on appelle... le dôme de fer israélien offert par les États-Unis pour protéger justement l'État sioniste. Oui, parce que je pense que les Iraniens sont allés dans un test pour tester ce dispositif, ce bouclier antimissile. Il y a trois niveaux. Il y a le dôme de fer pour les roquettes de 5 à 70 Mais on l'a vu dans les images, certains missiles ont atteint leur cible. Hein. Oui, il y a le deuxième, c'est ce qu'on appelle la fronde de David, Meqla Daoud, qui est pour les missiles de portée moyenne, et le Arrow. Et d'ailleurs, Arrow, ça n'a pas été beaucoup dit par les médias, notamment occidentaux. Le Arrow, c'est le troisième niveau, c'est pour les missiles hypersoniques et balistiques. Ce dispositif a fonctionné parce que l'Iran a envoyé des missiles balistiques à valeur de test. Et vous avez vu comment la propagande militaire s'est emparée tout de suite après, dans la soirée même. On a vu le général, le porte-parole de l'armée israélienne, l'armée d'occupation,
Agari dire qu'aucun drone n'a atteint sa cible, que le dispositif bouclier antimissile a neutralisé 99% des projectiles. Il a utilisé le terme projectile, c'est-à-dire un missile balistique pour la propagande militaire israélienne est un projectile. C'est une manière d'essayer d'amoindrir les capacités d'attaque de l'Iran. Et ce chiffre de 99% a été repris par tous les médias occidentaux. Personne n'a essayé de vérifier. Or, il y a eu des images. Et la base de Nevatim a été ciblée. C'est l'une des principales cibles de l'Iran. Parce que la base de Nevatim, c'est là où démarrent les F-35, de fabrication américaine. Il y a 2 escadrons qui travaillent sur ces F-35, c'est l'escadron 116 et le 140. Et ces F-35 ont démarré de cette base pour bombarder la représentation diplomatique iranienne à Damas. Cette base est utilisée parce qu'elle a 3 pistes. Et l'armée israélienne a tout de suite publié des images pour dire qu'elle a été juste endommagée. Or, l'Iran a bien compris que pour neutraliser la force de frappe israélienne, il faut neutraliser ses avions. Parce que l'armée sioniste est une armée forte par l'aviation, de ce qu'on a vu, ce que l'aviation israélienne a fait à Gaza. 33 000 morts déjà au dernier chiffre, plus de 13 000 enfants. Et donc, pour neutraliser les avions, il faut neutraliser les pistes. L'autre message envoyé, je pense, envoyé par l'Iran, c'est que la base de Nevatim, qui est dans le Negev, non loin de Bir Saba, n'est pas loin aussi du réacteur de la centrale nucléaire de Dimona. Une information qui est passée inaperçue ces derniers temps, Salim, fin mars, le groupe Anonymous, qui était connu, c'est des hackers, ils ont hacké toutes les données de cette centrale. Toutes les données. Ils ont effacé une partie et hacké l'autre partie. Cette centrale de Dimona est, à mon avis, hors service actuellement. Le message d'Iranien, c'est que si vous touchez nos réacteurs nucléaires, nous allons toucher votre réacteur qui est donc le sud, on sait exactement où il se trouve. Donc tout de suite après, puisqu'on a compris le message à Tel Aviv, on a bien compris le message, y compris aux États-Unis, parce que l'Iran communique avec les États-Unis à travers l'ambassade de Suisse à Téhéran, et l'Iran a pris soin d'informer les États-Unis avant l'attaque en disant qu'on va riposter. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs observateurs. Justement, l'Iran n'a pas réagi comme ça, elle a consulté, comme on dit, les États-Unis. Les a informés sur cette attaque. Oui, parce que la nouvelle expression utilisée par les médias occidentaux actuellement, vous l'avez vu, c'est le terme proxy. L'Iran et ses proxys. On parle du Hezbollah libanais, on parle de Ansar Allah, on parle des Houthis, parce que les Hezbollah et les Houthis ont également accompagné l'Iran dans son offensive, dans sa riposte. D'autres pays alliés, c'est un peu traditionnel, comme les États-Unis, la France, qui a une base en Jordanie, et je pense qu'il y a Chypre et le porte-avions de Gaulle est dans l'est de Méditerranée depuis un certain temps. La Grande-Bretagne qui a envoyé la Grande-Bretagne qui parle de désescalade plutôt, de réduire l'escalade, mais qui envoie quand même des avions de combat pour aider Israël. Il y a aussi les États-Unis ainsi que la Jordanie pour neutraliser les avions. Donc disons que ce schéma qui s'est installé devant nous a montré aussi que l'Israël ne peut pas tout faire dans la région du Moyen-Orient, qu'il y a quand même une autre force qui peut apporter l'équilibre. Il y a avec nous Esteban Silva à partir de Santiago. Esteban, est-ce que vous nous entendez? Oui. Bonsoir, ou plutôt bonjour, hein, il est 6 heures je crois chez vous. Donc Esteban, cette nouvelle, disons ce nouveau conflit dans la région relance un petit peu l'instabilité au Proche-Orient, mais relance la question sur justement la vulnérabilité de l'État d'Israël qui a vu sa défense transpercée par des centaines de missiles et de drones. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je pense qu'il faut les mettre en contexte. Oui. Parce que s'il s'agit de ce qui a fait l'Iran envers l'État sioniste, c'est un contre-attaque. C'est-à-dire, c'est la réponse à c'est une riposte à l'attaque d'ambassade. Oui. À une attaque qui a été faite par Israël contre son territoire, c'est-à-dire dans l'ambassade en Syrie, et qui a tué des hautes responsables iraniens et des diplomates iraniens en même temps. Et
je pense que ça, c'est d'abord, il faut le dire. Et ça, cette intervention, cette attaque est dans les contextes créés et provoqués par les attaques meurtrières et génocides d'Israël contre le peuple palestinien à Gaza. Pendant 6 mois, non? De génocide, ouais. Des génocides, bien sûr, génocidaires, sans que la soi-disant communauté internationale, notamment les pays occidentaux, les grands pouvoirs médiatiques qui sont contrôlés pour les pays occidentaux, y compris les pays de l'OTAN, les États-Unis et l'Union européenne, pour citer pour le contexte spécifique sur le plan politique, et pendant 6 mois, ils sont jamais condamnés de façon claire les attaques et le génocide qui est perpétré par Israël contre le peuple palestinien. Dans ces contextes-là, bon, ils sont pressés tout de suite, non, à condamner la riposte iranienne, tandis qu'ils ont gardé silence complice et ils ont appuyé les génocides d'Israël contre le peuple palestinien pendant 6 mois. Donc ça, d'abord, il faut le dire ça parce que je pense que ça, c'est le contexte général qui déclenche finalement cette riposte iranienne qui montre de la même façon qu'il a montré les actions de la résistance le 7 octobre dernier, la résistance palestinienne, qu'il y a un mythe en même temps créé et construit par Israël de son pouvoir presque impossible de surmonter, de briser de son pouvoir de défense. Et je pense que dans les dernières heures, on a vu avec la riposte et l'attaque iranienne à différentes cibles, avec différents moyens, qui ont quelques-uns, ils sont à temps aussi des cibles israéliens. On a vu la faiblesse finalement qu'il y a l'État sioniste. Et donc, je pense que, et en même temps, si vous me permettez, ça a montré sûrement aussi aux Iraniens, non, qui sont utilisés différents moyens d'attaque. Ça a mis, ça a permis à eux de voir quels sont aussi les moyens de défense et de riposte qui sont les Israéliens. Donc, on assiste à un moment de montée vraiment du conflit qui puisse se généraliser, bien évidemment, mais qui est dans ce contexte-là. Moi, je voudrais avoir votre avis, justement. Quelle a été un petit peu la réaction des médias en Amérique latine, notamment au Chili, mais également au Brésil, en Argentine, sur justement cette riposte iranienne à l'État sioniste, sachant que l'État sioniste subit souvent, disons, la protection des États-Unis en matière de défense aérienne, mais de défense militaire. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État sioniste se retrouve un petit peu seul, mais surtout désarmé face aux nombreuses attaques un peu différentes. On a vu un petit peu le Yémen, mais surtout le Hamas, d'autres régions, mais aussi le Hezbollah, ont tous riposté et n'ont plus cette peur de l'État sioniste et de sa fameuse armée. Bon, bien sûr que la plupart des grands moyens de communication qui sont contrôlés finalement pour les intérêts de l'Occident, et le pouvoir économique de l'Occident, ils ont essayé de montrer à Israël comme victime d'une attaque illégale, bien sûr. Ça, c'était la lecture hégémonique dominante qu'ils ont essayé d'installer
sur les opinions publiques de la plupart de l'Amérique latine et au Caraïbes, bien sûr, en faisant rappel qu'il s'agissait d'une riposte qui est brisée, qui est portée atteinte au droit international. Mais c'est vrai que quand il s'est tellement affaibli et nié les droits internationaux pendant 6 mois, non, de façon dramatique parfois, non. Je pense que même s'ils ont essayé d'installer ça comme lecture dominante, non, c'est pas convaincant pour la plupart des gens aujourd'hui. Mais ils ont essayé. La deuxième axe, c'est de lire et d'exprimer comme lecture de façon hégémonique l'idée qu'il s'agissait d'un État comme Iran, non, ennemi des valeurs de l'Occident, non, et que finalement il ripostait ou il attaquait à Israël comme un défenseur des valeurs occidentales, non, de la démocratie, etc. Ça, c'est la lecture dominante qu'ils ont essayé de reproduire et de diffuser. Mais je pense qu'on va continuer à voir ça. Mais c'est vrai que Israël a fait tellement de dégâts contre les droits internationaux et a fait tellement de victimes et d'assassinats qui ont été vus par toute l'opinion publique, même s'ils essayent de manipuler la lecture finalement, les grands moyens de communication, non, en Amérique latine, hein, parce que nous avons aussi un problème de pluralité et d'accès, non, des droits d'accès à l'information de façon plurielle, non? Bien sûr, ça c'est un des grands problèmes que nous avons et qui ont les démocraties latino-américaines aussi, non? Par rapport à ce conflit, et notamment qui essaye de cacher un fait central, c'est qu'Israël, c'est un occupant illégal et colonialiste du territoire qui appartient à la Palestine. C'est ça le problème qu'ils essayent de cacher dans toutes ces informations, dans toutes les réactions qu'ils essayent d'installer sur les publics latino-américains, les grands moyens de communication hégémoniques. Merci Esteban, restez avec nous, on poursuit le débat. Justement, Sofiane Baroudi, on a remarqué que les médias mainstream, la majorité ont essayé de minimiser un petit peu la faiblesse de la riposte iranienne, disons, tenter de donner du crédit à la défense sioniste, mais le fait est là, Israël et sa fameuse armée sont tombés sous les coups d'une attaque, une avalanche de missiles et de drones. Jamais l'État sioniste n'a subi une aussi grande humiliation depuis sa création. Alors, il y a beaucoup déjà d'éléments de la riposte en elle-même qui ont été complètement occultés, voire ignorés par les médias mainstream. Je citerai par exemple une cyberattaque massive. Faisal a parlé d'une attaque d'Anonymous. Hier aussi, l'attaque complexe a été accompagnée dans la sphère des connectivités par une cyberattaque massive dont on ne connaît pas exactement les conséquences parce que, comme on sait, l'armée d'occupation israélienne communique très peu sur les pertes. Et il y a eu aussi la narrative qui a été matraquée du fait que 99% des 10 projectiles ont été abattus, mais en réalité, l'attaque complexe qui a été bien étudiée depuis des années, parce qu'il faut savoir que ce type d'attaque complexe qui conjugue, si vous voulez, à la fois les drones Shahed, des missiles balistiques, mais aussi éventuellement des missiles hypersoniques, parce que certains médias et certains observateurs ont parlé aussi de l'utilisation de missiles hypersoniques, ont été perfectionnés par les Russes en Ukraine, avec l'utilisation justement de drones iraniens, mais d'une manière très massive. Et ça a eu des résultats, notamment contre la défense type Patriot.
Et le même schéma a été reproduit. Ça a été déjà fait par le Yémen en 2017 dans une célèbre action contre Aramco à l'époque, contre le champ de Bgig, où il y a eu l'utilisation de centaines de drones aussi et de missiles et qui ont réussi à atteindre les cibles. Même les cibles en elles-mêmes, si vous voulez, les deux bases, la base dont a parlé Faisal Nevatim dans le Negev, il y a aussi la base, une autre base de Ramon qui est très très importante. C'est une base qui sert de plateforme pour les lancements notamment des F-16 américains qui sont utilisés par l'entité sioniste, notamment contre le Liban par exemple. D'ailleurs, le Liban, le Hezbollah libanais a lui aussi attaqué plusieurs cibles stratégiques, notamment dans la sphère des communications et de l'espionnage, en détruisant sur la ligne de front. Ce qui est intéressant, Sofiane, c'est que cette riposte iranienne est la démonstration de force de l'Iran, de sa puissance militaire. Et en même temps, ça démontre aussi la faiblesse de la défense israélienne face à ce genre d'attaque. Ils n'ont jamais calculé, c'est à peu près la même chose quand le Hamas a attaqué les cibles dans les territoires occupés par Israël le 7 octobre, c'est qu'on ne s'attendait pas à une attaque au drone, on ne s'attendait pas à une attaque disons massive. Aujourd'hui, plus que jamais, l'armée sioniste est elle est un peu dépassée. Déjà, il y a une situation, si vous voulez, de défaite stratégique qui est vraiment entérinée à Gaza. Parce que l'attaque, l'offensive génocidaire n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de l'aveu des propres alliés de l'entité sioniste. Ensuite, il y a, si vous voulez, un conflit qui monte en intensité, notamment sur la ligne de front avec le Liban, où l'entité sioniste cumule les pertes très importantes, non seulement au niveau politique, militaire, mais aussi au niveau économique. D'ailleurs, hier, les médias ont parlé du fait que la défense ait coûté un peu plus d'1 milliard de dollars. Justement, ce qui est un élément très important aussi. C'est une immense perte, parce qu'il faut savoir qu'un lanceur une perte militaire, une perte stratégique et une perte financière. Et aussi logistique, parce qu'ils dépendent de l'appui logistique américain pour alimenter les systèmes. Oui, la dôme de fer, un missile coûte près de 50 000 dollars. Et le système en entier coûte 100 millions de dollars. Et vous pouvez imaginer combien de missiles antiaériens ont été lancés pour contrer. D'après un analyste qui était invité sur un plateau de télévision arabe, il a déclaré que si Israël subissait des attaques quotidiennes de drones et de missiles, à un moment donné, elle va perdre pratiquement sa protection et elle sera vulnérable. Il y aura une saturation. Justement, l'objectif militaire 1 de Téhéran était de saturer le système antimissile. Parce que quand on envoie un nombre aussi élevé de drones, en plus des missiles antibalistiques et hypersoniques, c'était on va perturber le système antimissiles. Et quand ces attaques sont répétitives, évidemment qu'Israël deviendra vulnérable. Et le deuxième objectif militaire de Téhéran, c'était de neutraliser les bases. Parce que quand on neutralise les bases, je pense qu'il y a 3 ou 4 en Israël, s'ils sont neutralisés, l'aviation sera inopérationnelle. Et l'autre point, a évoqué Sofiane, c'est le centre d'écoute et d'espionnage qui se trouve dans le Golan, et qui écoute toutes les communications syriennes. Ce centre a été également neutralisé. Parce que la propagande, reliée d'une manière consciente et inconsciente par les médias mainstream, l'avait dit, a fait en sorte que l'attaque ou la riposte iranienne n'a pas porté de fruit. Finalement, c'était un coup de pétard. Non, ce n'était pas un coup de pétard. L'Iran a bien montré la vulnérabilité de cet État qui était présenté comme infaillible, que l'Israël ne sera jamais touché, qu'elle a un système tout à fait possible. Il faut noter aussi que la réponse israélienne a été contrée par plusieurs autres États, plusieurs avions, plusieurs missiles pour essayer de protéger Israël. Donc, c'est la dimension psychologique qui est importante. La dimension psychologique. J'aimerais vous inviter à regarder un petit peu le traitement médiatique qui a été réservé à cette riposte iranienne sur une télévision française. D'abord, comment ils ont analysé l'avant-attaque et puis l'analyse d'un général français sur cette riposte. Et regardez bien le synthé, le décalage entre le synthé et les déclarations du général. En révélant la possibilité d'une attaque, le président américain espère dissuader les Iraniens de passer à l'action. Téhéran a promis de venger la mort de plusieurs de ses gardiens de la révolution, tués dans une frappe attribuée à Israël sur le consulat de la République islamique à Damas, en Syrie.
Je suis persuadé que les Iraniens vont répondre et ce sera sans doute une attaque directe sur Israël depuis l'Iran. Mais elle sera mesurée pour éviter qu'Israël ne soit obligé de répondre, ce qui créerait une situation très dangereuse. Et celle, on l'apprend ce matin, de Nevatim. Ça, c'est important à souligner. Quel est l'enjeu ? L'enjeu d'abord, c'est de frapper des cibles militaires et pas des cibles civiles. Ça semble évident, mais ça évite, je dirais, toute exploitation sur des frappes aveugles qu'aurait pu commettre l'Iran. Donc déjà, c'est des cibles militaires. Ensuite, c'est des cibles où il y a du matériel. J'ai entendu dire aussi que un certain nombre d'avions qui avaient bombardé au Liban étaient partis de l'une de ces bases, me semble-t-il. Donc c'est aussi une manière de représailles, en quelque sorte. Et puis moi, je trouve quand même, et je maintiens qu'il y a une relative modération dans cette attaque généralisée par l'Iran. Le but, c'est de marquer un profond mécontentement, de sanctionner ce qu'a fait Israël. Il ne faut pas l'oublier. Israël a frappé une enceinte consulaire, donc protégée par le droit international. C'est du territoire iranien par construction, par le droit. Donc il fallait bien marquer le coup. Et puis je pense aussi qu'il y a sans doute peut-être des échanges qui ont eu lieu notamment entre les Américains et les Iraniens. On ne peut pas l'exclure, à mon avis, aujourd'hui, pour justement ne pas dire qu'on va trop loin. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu ces échanges, parce que quand même, depuis, on voit que l'attaque, j'ai pas de source, l'attaque est modérée. Hypothèse. Elle est modérée et elle a une efficacité visuelle, à mon avis, suffisante pour montrer que l'Iran a été capable de frapper Israël. On a vu Faisal l'analyse du militaire, enfin du général français à la retraite est très pertinente. Hein. Contrairement au synthé justement de la chaîne française LCI, cette attaque est bien calculée, bien mesurée, mais elle a un objectif, c'est d'avertir l'État d'Israël. C'est clair que c'est un avertissement. D'ailleurs, les cibles, il n'y a pas eu de cible économique, on n'a pas ciblé les villes. C'est des cibles militaires. Hein. Contrairement à Israël, qui n'hésite pas à cibler les populations. À tuer des enfants et des femmes, 33 000 morts, Dieu sait combien il y a de disparus, la destruction d'une grande partie du territoire. Et curieusement, le G7, notre invité parlait tout à l'heure du G7, le G7 s'est réuni rapidement. Aujourd'hui, dimanche, pour apporter leur engagement en faveur de la sécurité d'Israël. Nous n'avons pas entendu le G7 dénoncer l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas. Personne n'a dénoncé. Personne, et l'entité sioniste se donne même le droit de bombarder quand il veut. Quand elle veut, la Syrie et d'autres cibles, y compris en Irak, sans qu'on entende le G7 dénoncer. Je pense que cette attaque a été mûrement réfléchie par l'Iran, elle a informé les partenaires et elle a même menacé le voisinage, parce qu'il faut noter que certains avions qui sont venus à la rescousse d'Israël, à la dernière minute, les avions notamment français et britanniques, ont démarré des bases aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Donc je pense qu'implicitement, peut-être ces pays ont contribué d'une manière ou d'une autre. On sait que certains ont des relations privilégiées avec l'entité sioniste, mais je pense que l'avertissement a été fait, les cibles ont été précisées, que le message de Téhéran, parce que le président Raïssi a aussi menacé, il a dit que si Israël avec les États-Unis vont riposter, ils vont avoir une réponse beaucoup plus violente, et je pense que la réponse, que l'Iran a tous les moyens d'avoir une réponse violente. Personnellement, j'avais rencontré les hauts responsables iraniens il y a quelques années pour leur parler des stratégies militaires dans le cas d'une invasion ou d'une attaque occidentale ou occidentale avec Israël. L'Iran a bâti plusieurs stratégies militaires parce qu'il possède plusieurs armements. Il n'y a pas que l'armement iranien. Il y a aussi l'armement américain, l'armement britannique, l'armament français, chinois, russe, nord-coréen. Et donc il faut plusieurs stratégies pour attaquer l'Iran. Et donc l'idée que l'Iran ait attaqué Israël et l'idée que les médias mainstream détenus par certains lobbies proches de Tel Aviv, comme l'a expliqué notre invité, essaient d'amoindrir cette attaque pour la montrer comme une attaque banale, ne passe pas. Parce qu'on sait aujourd'hui que cette entité qui a été présentée comme un pays intouchable est un État bien vulnérable et qui peut être attaqué et peut être même, ses stratégies militaires de défense peuvent être neutralisées. Je pense qu'il y a une dimension très très importante aussi à mettre en exergue, c'est le fait que, contrairement aux violations récurrentes du droit international humanitaire et aussi du droit de la guerre par l'armée d'occupation sioniste, l'action de riposte iranienne s'est inscrite complètement dans la légalité internationale parce que Téhéran a invoqué au sein de l'ONU l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui confère le droit de la légitime défense. Parce que, encore une fois,
la double agression contre la Syrie, qu'il s'agissait à la fois... Il le précise, le militaire français, que c'est un territoire iranien. Même l'Iran a assumé ouvertement, le ministre des Affaires étrangères iranien a invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et concernant une double agression, parce qu'il s'agit à la fois de l'agression de la souveraineté syrienne et du consulat iranien, c'est-à-dire d'un territoire iranien. Et ce n'est pas la première. Il y a eu aussi, par exemple, des attaques contre Beyrouth en violation de la résolution 1701 des Nations Unies, notamment pour assassiner Cheikh Salah al-Alouri. Il y a eu des dizaines d'assassinats de scientifiques iraniens en violation du droit international, quelques-uns perpétrés sur le sol même de la République islamique. Même l'assassinat de Soleimani aussi. Même Qasem Soleimani, et d'ailleurs même à l'époque, la réponse des Iraniens a été pondérée tellement qu'elle a été caricaturée par certains régimes et par certains médias. Parce qu'à l'époque, il y a eu une riposte iranienne contre une base américaine, une base très très importante dans le nord de l'Irak, dans la région de Ain al-Assad, qui a fait beaucoup de dégâts. Mais elle a été un peu caricaturée parce que la réponse était pondérée et toujours dans le respect du droit international, ce qui est une dimension importante. Imaginons que si Israël avait bombardé, plutôt que l'Iran avait bombardé l'ambassade d'Israël, je ne sais pas dans quel pays arabe, quelle aurait été la réaction des Occidentaux? On aurait tout de suite envoyé des avions pour attaquer l'Iran. Donc vous voyez que maintenant, après Gaza qui a, j'allais dire, dénudé le système international, le Conseil de sécurité, malgré tous les efforts que mène la diplomatie algérienne, avec beaucoup de courage et d'audace. Qui mène encore avec la venue du Premier ministre palestinien à Alger. Il faut saluer cette position de l'Algérie qui n'a jamais changé. Le système international a été incapable de sauver des enfants de Gaza et des femmes de Gaza. Ça, on n'oubliera pas, on n'oubliera jamais. Le système international n'a jamais dit non à Israël qui fait ce qu'il veut, qui attaque des États souverains, qui tue des personnes, parce que le Mossad, on le sait, les services secrets israéliens utilisent l'arme des ciblages, des assassinats politiques. Il le fait dans tous les territoires du monde et il le fait avec une impunité incroyable. On n'a pas vu le G7 ni les instances internationales dénoncer toutes ces attaques, comme l'a expliqué Sofiane ces dernières années. Et maintenant, on veut à chaque fois complexer les Iraniens ou d'autres forces régionales. Ce qui m'a marqué, prétexte que la sécurité d'Israël est quelque chose de sacré qui ne doit jamais être touché ou discuté. Ce qui m'a marqué, Faisal, c'est les médias américains. On a observé hier un petit peu CNN, et surtout la BBC, un peu la Fox, etc. Les médias anglo-saxons en général, et même canadiens, ils sont un petit peu, ils ont mis en valeur la puissance militaire de l'Iran. Oui. Et pour la première fois, on regarde des reportages sur l'armement, sur les drones utilisés. Même Al Jazeera en a fait l'écho, comme elle le fait avec l'armement du Hamas, mais elle l'a fait avec l'armement de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est présenté comme une puissance militaire importante dans la région qui menace carrément l'État sioniste en cas de continuité du génocide palestinien, mais aussi de créer l'instabilité dans la région. Il y a deux puissances dans la région qui peuvent menacer la sécurité supposée sacrée d'Israël. C'est la Turquie, qui est le seul pays musulman membre de l'OTAN, et l'Iran avec sa puissance, parce que l'Iran a profité de ce qu'on appelle les sanctions américaines, les sanctions occidentales, pour bâtir une industrie militaire. Et il a bâti, et cette attaque cette riposte de Téhéran qui a été menée samedi 13 avril, a été déjà simulée en décembre 2021. On a déjà simulé une attaque contre la base de Nevatim et également contre la centrale nucléaire de Dimona. Parce que jusqu'à ce jour, il faut noter qu'Israël continue d'ignorer, plutôt de nier qu'elle a de l'armement nucléaire, qu'elle a une puissance nucléaire. Israël qui n'a pas signé toutes les conventions internationales, contrairement à l'Iran. Et malgré ça, on continue de complexer les Iraniens en soulignant que c'est un pays qui développe l'arme nucléaire. Or, maintenant avec cette attaque, je pense qu'après l'attaque du 7 octobre et cette attaque du 13 avril, les donnes vont changer au Moyen-Orient. Il y a actuellement des puissances d'équilibre parce que les États voisins d'Israël ont été affaiblis, détruits en partie. Le Liban est un pays affaibli, la Syrie, la même chose, l'Irak, le Soudan divisé, le Yémen, etc. Maintenant, il y a une autre puissance, parce qu'on a cherché à un moment donné à monter une partie de l'opinion publique arabe contre l'Iran, etc., en supposant l'influence régionale. Je pense que les données vont absolument changer. C'est pour ça que certains médias
occidentaux qui ont ignoré l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas. Même dans le sujet qu'on a écouté tout à l'heure, on parle attribué à Israël. On continue encore une fois à douter, alors que tout le monde sait que c'est les F-35 israéliens qui ont bombardé la représentation diplomatique iranienne, et en ignorant qu'il s'agit d'une riposte. Parce que ce terme de riposte n'est pas utilisé. On parle plus d'attaque ou d'offensive, ou presque maintenant d'agression, parce qu'il y a certains médias qui parlent d'agression iranienne contre Israël. Je pense qu'il y a deux dimensions aussi très très importantes. Premièrement, il s'agit vraiment d'une défaite très profonde dans la guerre psychologique, qui était vraiment le point fort, si vous voulez, du projet colonialiste sioniste dans la région moyen-orientale. C'est-à-dire que c'était bâti sur une hégémonie psychologique d'abord, sur le mythe de la toute-puissance des services de renseignement, de la toute-puissance aussi de l'armée d'occupation. Et je pense que ce mythe-là, au niveau psychologique, s'est complètement effondré. Premièrement, avec le 7 octobre. Ensuite, avec la résistance très, très courageuse, d'abord, des Palestiniens à Gaza qui sont toujours debout, même face à une agression complètement disproportionnée, mais aussi grâce à l'action des différents groupes de résistance. Et je pense notamment aux Houthis du Yémen, qui ont réussi non seulement à tenir tête en solidarité avec les Palestiniens à l'entité sioniste, mais aussi aux Américains et aux Britanniques sans fléchir. Il y a aussi une action très très soutenue d'autres groupes de résistance. Et il y a surtout un changement dans l'opinion publique internationale vers la solidarité plus exprimée pour le peuple palestinien. Il y a ensuite une autre dimension, c'est celle du changement des rapports de force, d'abord dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles puissances. Et il faut rappeler par exemple que l'Iran, qui est incontestablement une puissance d'équilibre, qui peut justement casser le monopole de la force détenue par le colonialisme dans la région, est aussi très lié à d'autres grandes puissances, à la Chine, au Pakistan, à la Russie, à la Corée du Nord. Et ça rentre complètement dans la ligne de compte de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire sur toutes les dimensions, c'est-à-dire de la dimension politique, psychologique, militaire, etc. Et même économique, c'est un nouveau membre du BRICS. L'Iran a de grandes réserves de gaz, les premières réserves et de mondiales. pétrole. Merci Sofiane Baroudi, merci Faisal, merci également à notre collègue et ami Esteban Silva à partir de Santiago. L'émission est à présent terminée. Je suis sûr qu'il y aura encore un débat à construire sur cette thématique de défaite médiatique de l'État sioniste. On reviendra peut-être la semaine prochaine sur un nouveau sujet tout aussi descriptif sur la situation dans la région avec Mediapro. Restez branchés sur Al24 News.